Merci, mesdames, messieurs, chers collègues et messieurs les ambassadeurs, madame la rapporteuse spéciale des Nations Unies. La thématique de ce colloque, du jour, qui se rapporte donc au bilan et aux perspectives des sanctions internationales contre l'Iran, est à mon sens l'occasion d'approfondir les réflexions sur non seulement les enjeux au sens plus large des sanctions internationales pour l'Iran et dans le monde, mais aussi de réfléchir sur la nature. Alors effectivement, elle est juridique, mais au-delà une nature, je dirais, métapolitique et une nature sociologique, surtout au niveau des effets économiques et sociologiques dévastateurs sur les États récipients de sanctions. Et je pense qu'on pourrait de même établir les effets à long terme qui sont générationnels dans ces pays qui sont touchés, souvent des États instables, qui sont voués à la guerre, aux conflits interethniques. Ils sont voués finalement à une psychologie collective de peuple qui va de la psychologie d'assiégé à la posture victimaire du châtier. Puisque pour certains pays, des générations entières n'ont au commun que la vie sous l'embargo et les sanctions. À ce titre, on se souvient que la République islamique de l'Iran est l'objet de sanctions américaines puis internationales depuis 1979, date de la révolution iranienne jusqu'à nos jours. On pourrait presque dire que l'Iran est l'objet de sanctions que l'Iran constitue un cas d'école pour l'étude des sanctions internationales, puisqu'il appartient à la dite décennie des sanctions, qui jusqu'à nos jours, mon prédécesseur a bien parlé de prolifération et de complexification des sanctions, on passe finalement à l'état de décennie des sanctions des années 70 jusqu'à pratiquement les années 90, vers une période que moi je nommerais le tout sanctionné, le tout sanctionnel. Mais ce que l'on constate plus largement dans le cas iranien, et c'est non seulement la persistance, la diversification et la prolifération des sanctions internationales dans le monde, une complexification qui touche à leur nature, la teneur et je dirais à la philosophie même des sanctions. Si on prend une carte du monde, des sanctions internationales avec les pays qui font l'objet de ces sanctions, on remarque non seulement le nombre croissant des pays réfractaires qui sont ciblés, mais aussi on peut établir, et ça c'est intéressant, une césure qui est plus ou moins claire, une césure géopolitique, mentale, voire géoculturelle, entre le camp des pays démocratiques libéraux, donc à démocratie du marché, de l'Occident, États-Unis inclus, qui émettent donc les sanctions, qui ont donc le monopole, je dirais, des sanctions légitimes, et les pays qu'on qualifie souvent de non démocratiques, autocratiques, les démocraties tardives, les fameux rogue states, les failed states, les États voyous, qui eux sont les États récipients des sanctions internationales. Je dirais qu'il s'agit donc d'une véritable carte mentale et géopolitique qui révèle, on pourrait dire, un nouveau système monde avec les sanctionnés et ceux qui sanctionnent. Ce qu'on peut dire d'un point de vue géopolitique, c'est que ce système monde des sanctions reflète les rapports de force évolutifs dans leur contenu comme dans le cadre, je dirais, de la méthodologie, mais aussi ce système monde est révélateur de clivage normatif au sein de la société internationale entre ce qui se fait, ce qui est bien vu par la communauté internationale, l'ordre mondial dominant, et ce qui ne se fait pas, ce qui est caractérisé comme déviant. Alors, mon prédécesseur a fait part, donc, je dirais, des pratiques, je dirais, premières pratiques
des sanctions internationales avec le blocus continental, avec les embargos, on voit que l'histoire des sanctions n'est pas d'hier, ça remonte à l'Antiquité avec le décret de Mégare, et puis on a cité Napoléon avec le blocus continental contre la Grande-Bretagne. Selon une étude qui a été publiée en 2007, on dénombre près de 200 régimes punitifs, 200 régimes de punition qui ont été instaurés au cours du XXe siècle, et depuis, les choses prolifèrent, les choses s'accélèrent, les méthodes d'action, de sanctions peuvent varier. Alors on a vu, on a l'embargo, l'interdiction d'importation de certains produits, les restrictions générales de la circulation des biens, le financement, l'investissement, les gels d'avoirs. On a actuellement les sanctions dans le cas russe qui sont ciblées contre des personnes physiques. Mais l'objectif, finalement, il reste le même. On doit faire plier ce que l'on considère comme le déviant ou l'adversaire en affaiblissant son économie ou le commerce avec ce pays sous embargo. On peut se poser la question pourquoi les sanctions économiques continuent-elles d'être autant, je dirais, vilipendées et contestées? Peut-être parce qu'elles répondent à d'autres, je dirais, objectifs qu'à leur finalité officielle. Il y a des sanctions qui sont imposées pour permettre de désigner, faire une représentation au niveau global de la figure d'un ennemi, puisse fictif ou bien un ennemi réel. Et c'est bien ce que disait mon prédécesseur, les sanctions peuvent souvent être instrumentalisées au niveau de la politique intérieure, au niveau des élections. Elles permettent en fait de faire une démonstration de force. Alors les sanctions demeurent, à mon sens, des outils politiques, économiques, diplomatiques et stratégiques qui sont insuffisamment abordés, je dirais, dans la sphère scientifique, académique, au niveau de l'expertise. Il n'y a pas vraiment énormément de travaux. Alors, on peut se poser la question si, je dirais, ce domaine de recherche ne va pas finalement, avec la prolifération, parallèlement à la prolifération des sanctions, aboutir à ce qu'on appelait déjà dans le langage scientifique anglo-saxon au tournant punitif dans le domaine des recherches de la science humaine, à savoir que la multiplication et les mutations des sanctions internationales ont tissé au fil du temps un univers spécifique de relations internationales qui sont, je dirais, très souvent binaires et manichéennes, donc entre les États qui sanctionnent et les États déviants, les États dispensateurs de sanctions, et l'application de toute une, je dirais, procédure juridique extrêmement compliquée, corroborée par une jurisprudence internationale extrêmement aussi complexe, ainsi qu'avec un arsenal de mesures coercitives qui sont graduées. Il y a une juridicisation accrue qui se rapporte actuellement aux sanctions. Ainsi, après la décennie des sanctions des années 90 et la complexification croissante des régimes des sanctions, on pourrait transposer donc une approche scientifique carcérale et punitive au phénomène de sanctions internationales. Il y a, en recherchant un peu, en creusant dans les travaux universitaires, on a des universitaires qui font, dans une optique foucaldienne, une approche, je dirais, criminogène des sanctions, une approche pénale, et font le parallèle avec, je dirais, un régime de sanctions internationales qu'on applique dans le cadre, je dirais, de postures de surveillance, de punition, de rééducation et même de demande d'expiation de la faute. Bref, un essor, je dirais, d'un univers sanctionnel de prison qui pourrait mettre, je dirais, avec ses études, mettre en exergue la posture des censeurs, des dispensateurs de sanctions. Et là, on a
bien sûr, recours à l'arsenal, je dirais, des théories des relations internationales, idéalistes, néo-idéalistes, les réalistes, les libéraux, les internationalistes, etc. Mais on a aussi un panel, je dirais, d'abolitionnistes. Alors les abolitionnistes qui sont réprobateurs des sanctions internationales, on peut les catégoriser entre les abolitionnistes de piétistes vertuistes qui sont contre toute forme de violence, les libéraux, les internationalistes, mais aussi les pacifistes et non interventionnistes, jusque les abolitionnistes souverainistes qui, eux, considèrent que les États sont une chasse gardée de pouvoir régalien, souverain, et qui ne reconnaissent pas, bien sûr, l'unilatéralisme, voire l'extraterritorialité de certaines sanctions qui vont à l'encontre du principe de souveraineté. D'autre part, si l'on remonte à l'origine des sanctions internationales, avec le blocus, l'embargo, on assiste aussi à une évolution de la nature des sanctions qui est passée, ça c'est intéressant, d'une nature très conflictuelle, donc les sanctions devaient finalement, via la diplomatie, éviter les conflits, elle évolue aujourd'hui dans le cadre d'une dimension conflictuelle. Les sanctions deviennent des instruments coercitifs de répression. Et donc c'est là que l'idéologie punitive se met, je dirais, en branle. On pourrait dire que les sanctions internationales sont le supplétif, voire le substitut de la guerre qu'on mène sur le terrain. La question donc des sanctions internationales est liée au mécanisme de désignation des États susceptibles de subir une punition légitime. On sait que depuis hier, le besoin de construction de l'ennemi et de l'ami dans une perspective schmittienne est au cœur de la dialectique, je dirais, du pouvoir politique. L'embargo et même les autres sanctions dans cette optique jouent le rôle d'annonciateur de désignation de l'ennemi. Ce qui est intéressant dans les études sociologiques qu'on peut transposer dans le cadre des relations internationales, c'est les fameuses crises mimétiques qui ont été élaborées par René Girard, repris par Thual et des politiciens éminents. C'est que finalement, les sanctions peuvent être appliquées simplement parce qu'on convoite les ressources de l'ennemi entre guillemets. La crise mimétique, en fait, s'applique à des formes d'embargo. Par exemple, les États-Unis ont fait subir à de nombreux États producteurs pétroliers ceux qu'ils convoitaient, mais qui convoitaient la production. C'est pas seulement à titre, je dirais, punitif pour non-respect des droits de l'homme, de l'état de droit, etc. La question des sanctions est une thématique qui recouvre aussi la question de la légalité et de la légitimité, une question sur les conséquences et sur le rôle, je dirais, de la morale, de l'éthique dans les relations internationales. On voit bien que depuis les théories de la guerre juste, on a parlé de Grotius, il y a aussi des Victoria, jusqu'aux ONG actuelles, on manie l'éthique pour critiquer les États. La morale, donc, je dirais, il y a une moralisation actuelle des relations internationales, du moins au niveau, je dirais, rhétorique, du discours narratif. La morale, sous le regard des censeurs, révèle souvent un monde qui se divise d'une forme manichéenne entre bons et mauvais, partenaires, parias, etc. Et la défense des droits de l'homme, le principe donc, des droits de l'homme et de la démocratie, devrait, à leurs yeux, justifier une possibilité donc de décider des sanctions unilatérales, multilatérales, voire de déclencher une intervention, une ingérence humanitaire comme cela a été fait. On peut dire que cette moralisation, à un moment, pose la question, bien sûr, de l'immission de certains États qui prennent des formes impériales dans la communauté internationale, leur capacité donc de s'affirmer, de s'imposer en tant que censeur, je dirais,
et que le débat sur la morale dans les relations internationales est aujourd'hui résolument présent, la morale, souvent donc, de l'ordre dominant, est très souvent répétée, réinterprétée et réutilisée par un système, je dirais, médiatique qui répond donc à ce besoin de légitimité. Alors, si l'on regarde la cartographie des sanctions internationales dont j'ai fait état, des États donc, sous sanctions internationales, on remarque de manière flagrante qu'il y a un groupe, un bloc de démocratie qu'on nomme libéral, qui, plus ou moins, constitue, je dirais, un pôle, un bloc plutôt homogène, qui dispose donc de la légalité et de la légitimité de dispenser des punitions, des sanctions internationales. Et puis, on voit un bloc qui s'étend de l'Afrique jusqu'à l'Asie, grosso modo le bloc des BRICS, plus quelques États qu'on appelle faillis, qui, eux, sont considérés comme déviants et qui sont récipients donc, des sanctions internationales. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce qu'un État libéral est démocratique par essence, ou si un État démocratique doit être libéral, néolibéral en matière économique. On le voit même que dans le groupe des États libéraux dispensateurs de sanctions internationales, il y a des récalcitrants, puisque dans l'Union européenne, la Hongrie, avec son modèle illibéral de Orban, a fait l'objet de sanctions de l'Union européenne pour non-respect de l'état de droit correspondant à la démocratie de marché occidentale. Juste une digression, tout le discours, le narratif donc, de l'idéologie punitive baigne, je dirais, pour les États libéraux dans l'idéal de la paix perpétuelle de Kant, l'utilitarisme, je dirais le pragmatisme d'un Stuart Mill et d'un Hume, qui eux considèrent que les États libéraux finalement sont plus civilisés et concluent des paix séparées entre eux, forment, je dirais, un ordre cosmopolitique libéral, et Kant, quand on le lit, il n'exclut nullement l'utilisation de la guerre et de la force contre les États non libéraux. Et on retrouve la même analyse chez Mill, Stuart Mill, qui lui, même s'il se targue d'une rhétorique, je dirais, non interventionniste, fait légitime finalement l'utilisation de force dans les pays colonisés, les pays arriérés, etc. Donc on a tout ce discours, je dirais, idéaliste, libéral et interventionniste qui corrobore, je dirais, l'idéologie punitive. Les débats, tout comme les réformes de sanctions, sont marqués par des références implicites, et ça je pense que c'est important, à une vision du monde, du politique et des relations internationales, car toute politique étrangère constitue une politique vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de l'altérité. Donc la question des sanctions et de leur extraterritorialité, qui se trouve actuellement au cœur du bouleversement du droit international public, est intimement liée à la question du choix du modèle de l'ordre international. Entre d'une part l'ordre mondial et l'ordre international, le droit des Gens dans un sens, je dirais, schmittien, lesquels, au-delà de la dimension juridique et politique, constituent, comme on l'a bien souligné dans les études sur l'épistémologie, deux conceptions du monde différentes dans la manière de percevoir. Si vous pouvez, une phrase de conclusion, s'il vous plaît. Dans la manière de percevoir la communauté internationale et de régir les relations entre États. On peut dire à l'heure actuelle que depuis la guerre froide, nous sommes sous un ordre mondial, non plus interétatique et international, un ordre mondial universaliste qui est transi par la conception wilsonienne de la société de nations, de l'ordre onusien, où il y a une influence majeure de la philosophie politique constructiviste et positiviste sur les relations internationales au profit du modèle de l'ordre mondial, un ordre, je dirais, post-westphalien de la société des nations et qui reflète en réalité la consécration, je dirais, la suprématie d'un projet universaliste et politique hérité de la Révolution française avec toutes ses déclinations aux États-Unis.
Et en conclusion, je dirais tout simplement que les sanctions internationales posent la question essentielle, une question éthique de l'inégalité entre celui qui sanctionne et celui qui est sanctionné, mais que d'autre part, donnant lieu à de nombreuses interprétations divergentes, là, le régime, je dirais, de plus en plus complexe des sanctions internationales pourrait, dans un cadre clausewitzien, constituer la guerre, une continuation de la politique par d'autres moyens, mais elles peuvent être aussi considérées comme la continuation de la politique avec, je dirais, des formes de guerre économique ouverte qui se font par le biais donc, de ces sanctions internationales elles-mêmes. Je vous remercie. Merci beaucoup.